L'escadron agresseur hurlait à travers le ciel balte en se rapprochant rapidement du chasseur suédois Saab 35 Draken qui volait à une vitesse de Mach 1,7 dans l'atmosphère glacée. Selon toute sagesse conventionnelle et toutes les règles de combat aérien connues à cette époque, le tout nouveau chasseur suédois aurait dû être piégé sans issue possible, surpassé en armement, surclassé en manœuvrabilité, et à quelques secondes seulement de devenir une autre victime de la guerre froide. Mais ce n'était pas un avion ordinaire qui volait dans ce ciel nordique. Soudainement, et sans aucun avertissement, le nez du Draken se cabra violemment vers le haut, se positionnant presque perpendiculairement à sa trajectoire de vol initiale, comme si l'appareil avait décidé de défier toutes les lois de l'aérodynamique. Le chasseur sembla se suspendre dans les airs pendant un instant qui parut durer une éternité, alors que son élan vers l'avant s'évaporait complètement. C'était un mouvement qui était censé être absolument impossible à réaliser avec un avion de chasse moderne. N'importe quel jet poursuivant deviendrait instantanément une cible facile, alors que le Draken se retournait pratiquement en arrière sur leur queue, comme un serpent frappant sa proie. Les Suédois l'appelaient Kort parade, ce qui signifie parade courte, en référence à un mouvement défensif rapide utilisé dans l'escrime. Cette technique deviendrait plus tard connue dans le monde entier sous le nom mythique de manœuvre Cobra. Et pour l'instant, en 1963, cette technique extraordinaire n'existait nulle part ailleurs sur Terre et restait le secret le mieux gardé de l'aviation militaire suédoise. Pour réaliser cet exploit apparemment impossible, il fallait l'une des conceptions les plus risquées et les plus dangereuses jamais mises en œuvre dans un avion de combat moderne. Le Saab 35 Draken allait soit tuer ses pilotes, soit être tué par le phénomène mortel du super décrochage qui avait déjà coûté la vie à de nombreux aviateurs courageux. Alors que la fumée de la Seconde Guerre mondiale s'estompait progressivement à travers toute l'Europe dévastée, une nouvelle menace émergea des décombres. Le monde avait été divisé en deux camps idéologiquement opposés, spiralant lentement mais sûrement vers l'ère de l'annihilation nucléaire mutuelle. L'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique avaient tracé des lignes dans le sable géopolitique, et pour les nations prises entre ces deux géants, la neutralité n'était absolument pas synonyme de sécurité. La Suède, une nation qui avait évité tout conflit direct pendant plus d'un siècle entier, restait officiellement non alignée. Néanmoins, la géographie forcerait ce pays scandinave à prêter une attention particulière à ses voisins soviétiques, de plus en plus menaçants. Gardant la porte d'entrée stratégique de la mer Baltique, la Suède était un prix géopolitique qu'aucune superpuissance ne pouvait ignorer. Les soviétiques la voyaient comme un tremplin potentiel vers l'Europe occidentale capitaliste. L'OTAN la considérait comme un tampon crucial contre l'expansion communiste. Les Suédois voyaient l'écriture sur le mur et comprenaient parfaitement la situation dangereuse. Leur paix séculaire n'était aussi solide que leur capacité à la défendre par la force militaire si nécessaire. La paranoïa atteignit des sommets vertigineux dans tout le pays nordique. Aujourd'hui, seulement 2% du budget national suédois est alloué à la défense du pays. Au plus fort de la guerre froide pendant les années 60, ce chiffre atteignait environ 20% du budget total. Des villes entières furent repensées pour résister aux raids aériens, avec un mandat légal obligeant chaque bâtiment abritant plus d'une famille à inclure un abri anti-bombe renforcé. Les bunkers souterrains se multiplièrent à travers tout le pays, dissimulés sous les centres commerciaux, les écoles et les maisons de banlieue. Dispersés le long du littoral suédois et à travers les archipels, des installations militaires secrètes montaient la garde jour et nuit. Hollande, l'île la plus méridionale de la nation, était une véritable forteresse déguisée en paisible village de pêcheurs. Sous son terrain rocheux, 38 installations d'armement souterraines étaient cachées, abritant des armes capables de frapper des navires de guerre ennemis à plus de 26 km de distance. Les bunkers renforcés enterrés profondément sous le sol avaient été conçus pour résister à des explosions nucléaires 5 fois plus puissantes que la bombe qui avait oblitéré Hiroshima. Selon l'expert militaire Jacob Isaacson, les défenses d'Hollande constituaient l'artillerie la plus avancée du monde entier pendant la guerre froide. Mais la Suède savait que si la guerre éclatait, les bunkers et les canons côtiers ne suffiraient pas. Les chasseurs MiG soviétiques sortaient des chaînes de montage par milliers, envahissant l'espace aérien au-dessus de la Baltique. Si la Suède voulait maintenir son indépendance face à cette menace aérienne écrasante, elle devait égaler la supériorité aérienne soviétique avec quelque chose de son propre cru. La course pour construire le Saab 35 Draken, qui sauverait la nation, venait de commencer. L'armée de l'air suédoise jeta son dévolu sur un nouvel intercepteur révolutionnaire dès 1949. Les exigences étaient incroyablement élevées.
Les forces militaires exigeaient un jet assez rapide pour distancer les bombardiers ennemis, suffisamment maniable pour les engager dans un combat mortel, et assez robuste pour opérer depuis n'importe quel endroit, capable de décoller sur des routes publiques renforcées, tout aussi bien que sur des pistes traditionnelles. Au début, l'objectif était de construire un chasseur capable d'atteindre Mach 1,4 à 1,5, ce qui était déjà ambitieux. Cependant, alors que la course aux armements entre l'OTAN et les soviétiques s'intensifiait, les responsables poussèrent les limites encore plus loin. Vers la fin des années 50, l'exigence avait grimpé jusqu'à un Mach 2 impensable. La Suède était en passe de développer l'un des jets les plus rapides d'Europe. En plus de ce défi technique, les responsables déterminèrent que la vitesse seule ne suffisait pas. Le nouveau chasseur devait être prêt au décollage à tout moment. La pluie, la neige ou l'obscurité ne pouvaient faire obstacle. Il devait être entièrement réarmé et ravitaillé en moins de 10 minutes, pas par des équipes d'élite, mais par de jeunes conscrits légèrement formés. Il devait être à la fois un chasseur de supériorité aérienne, un intercepteur à haute vitesse et une centrale défensive polyvalente. Pour répondre à ces exigences, les ingénieurs de Saab passèrent au crible chaque concept d'aviation disponible, et une conception particulière continua à attirer leur attention, l'aile Delta, une forme triangulaire possédant un immense potentiel aérodynamique. L'aile Delta avait montré des résultats prometteurs dans quelques avions expérimentaux. Elle permettait une accélération rapide et une portance supérieure aux vitesses supersoniques, mais personne ne savait si elle pouvait fonctionner au combat. C'était un pari qui pourrait révolutionner l'aviation suédoise ou se terminer en désastre. Les ingénieurs réalisèrent qu'une aile delta standard ne suffirait pas. Ils devaient aller plus loin s'ils voulaient équilibrer vitesse et agilité. Ils expérimentèrent avec un concept encore plus radical, l'aile double delta qui n'avait jamais été construite. Cette conception révolutionnaire fut créée avec deux sections différentes ayant des caractéristiques distinctes. Une aile intérieure avec un angle superficiel qui aidait au décollage et aux opérations à basse vitesse, et une section extérieure avec une flèche prononcée destinée à réduire la traînée aux vitesses supersoniques et améliorer la stabilité. Théoriquement, cette conception permettrait à l'avion d'opérer depuis les autoroutes tout en atteignant Mach 2, excellent dans les combats à basse vitesse et les interceptions à haute vitesse. Mais il y avait un problème majeur. Personne n'avait jamais construit un avion comme celui-ci. Le double delta n'existait que sur le papier, il n'y avait aucun essai en soufflerie, aucune donnée réelle, ni aucun précédent. Et ainsi, une équipe de plus de 500 travailleurs, dirigée par l'ingénieur Eric Bratt, se lança pour repousser les limites de l'aviation et créer quelque chose qui n'avait jamais existé. Avant que le Saab 35 Draken ne puisse s'élever dans les cieux, les ingénieurs devaient prouver que leur conception radicale d'aile double delta fonctionnerait et ne tuerait pas les pilotes. Pour effectuer les tests préliminaires, ils créèrent un prototype expérimental réduit, étiqueté Saab 210, surnommé Lilla Draken ou Petit Dragon. À 70% de la taille finale, le Lilla Draken ne ressemblait à rien de connu. Ses ailes double delta sans empennage s'étendaient sur environ 5 mètres, avec leurs bords tranchants coupant l'air parallèlement au fuselage. Les prises d'air à la racine des ailes aspiraient l'air pour son moteur Armstrong Siddeley Adder, qui poussait le petit jet à 650 km/h. En 1952, le prototype était prêt, et l'homme chargé de prouver sa navigabilité était Bengt Olo, l'un des pilotes d'essai les plus qualifiés de Suède. Le 21 janvier, Olo roula jusqu'à la piste par une froide matinée d'hiver. Les moteurs prirent vie en rugissant alors qu'ils se préparaient au décollage, qui pourrait faire l'histoire ou se terminer en catastrophe. Avec une traction sur le manche, le petit dragon bondit en avant, son cadre compact effleurant la surface avant de sauter dans les cieux au-dessus de Stockholm. Pour la première fois, la conception double delta de Saab était en vol. Bengt Olo le poussa à travers diverses vitesses et altitudes, testant sa stabilité, sa maniabilité à basse vitesse et sa réactivité. Malgré le scepticisme initial, le Lilla Draken se comporta étonnamment bien, sculptant l'air avec une précision inattendue. Alors que les ingénieurs rassemblaient les données, ils continuèrent à affiner la conception en créant la version améliorée Saab 210B, repoussant les prises d'air vers l'arrière et donnant au pilote un champ de vision dégagé. Le Petit Dragon vola pendant des années, en accumulant plus de 880 sorties d'ici 1955. Chaque vol rapprochait les ingénieurs de leur objectif ultime, de construire un jet de combat capable d'affronter les chasseurs soviétiques. Le 25 octobre 1955, le premier prototype Saab 35 Draken de taille réelle se tenait sur la piste. En un éclair, le Draken grimpa dans les cieux en tranchant l'air sans difficulté. Peu après, un deuxième prototype équipé d'une post-combustion fut envoyé pour repousser les limites. Alors qu'il grimpait en accélérant à travers le ciel nordique, un bang sonique assourdissant brisa le silence. Le Draken venait de franchir le mur du son sans vraiment essayer. Les ingénieurs restèrent bouche bée, leur conception radicale non seulement fonctionnait,
mais elle avait créé l'un des intercepteurs les plus rapides d'Europe. La Suède avait réussi l'impossible en créant un chasseur supersonique compétitif avec un budget modeste. Le Saab 35 Draken entra officiellement en service en 1960, après des années de développement. Outre une silhouette unique et une vitesse incroyable, le cockpit se vantait d'une avionique avancée, repoussant les limites de la technologie. Son système radar embarqué pouvait suivre simultanément des cibles aériennes et cartographier le terrain, donnant aux pilotes un aperçu en temps réel de leur environnement. Alimentant cette bête se trouvait le moteur turboréacteur Svenska Flygmotor RM6BC avec post-combustion, une version suédoise du Rolls-Royce Avon britannique, capable de propulser l'avion jusqu'à Mach 2. À cette époque, seule une poignée de chasseurs avait atteint de telles vitesses. Au combat, le Draken était lourdement armé. Il pouvait transporter jusqu'à 4 missiles RR AIM-9 Sidewinder à guidage infrarouge sous ses ailes. De plus, il pouvait être équipé de bombes, de roquettes ou de canons automatiques jumeaux de 30 mm. Mais le Dragon n'était pas seulement un chasseur. Selon la mission, son armement pouvait être échangé contre des réservoirs de carburant supplémentaires pour étendre sa portée ou des nacelles de caméra pour la reconnaissance. Au début des années 60, le Saab 35 avait dépassé toutes les attentes, mais ensuite des fissures commencèrent à apparaître. La chose qui rendait le Draken révolutionnaire, son aile double delta était également son point faible mortel. L'atterrissage des premiers modèles devint un cauchemar. Bien qu'excellente pour la vitesse et l'agilité, la configuration créait une instabilité dangereuse pendant la descente, forçant les pilotes à lutter pour stabiliser l'avion manuellement. Puisant la plus grande menace, le super décrochage, un phénomène aérodynamique redouté par tous les pilotes. Le Dragon avait une habitude de décrocher en plein vol sans avertissement, et une fois que cela se produisait, il n'y avait aucun moyen facile de récupérer le contrôle. L'avion perdait soudainement toute sa vitesse en basculant dans une descente fatale, alors que l'air ne parvenait plus à s'écouler correctement sur ses ailes. Pour un pilote, c'était l'ultime terreur. Le Dragon pouvait tomber du ciel comme une pierre, en ne laissant que quelques secondes pour réagir avant de s'écraser. L'éjection était souvent la seule option pour survivre. Le super décrochage menaçait de clouer au sol le chasseur prisé de la Suède. Mais l'armée de l'air suédoise n'était pas prête à laisser le Draken être immobilisé alors qu'il commençait tout juste à décoller. Au lieu d'abandonner des années de développement et de retourner à la planche à dessin, les ingénieurs de Saab prirent une décision audacieuse. S'ils ne pouvaient pas éliminer le super décrochage, ils apprendraient à le maîtriser et même à le transformer en arme. Au fil des années, les pilotes continuèrent à pousser le J-35 Draken jusqu'à ses limites lors de vols d'essai dangereux. Pourtant, personne ne parvenait à percer le cauchemar du super décrochage une fois qu'il prenait le contrôle. Encore et encore, les pilotes décollaient jour et nuit, déterminés à contrôler la dynamique instable du Draken, pour être confrontés à une force invisible, impossible à contrer. De nombreux pilotes perdirent leur vie pendant ces vols extrêmement dangereux. Pendant un moment, l'avenir des capacités opérationnelles du Saab 35 semblait en jeu, et le programme risquait l'annulation. Puis finalement, une percée révolutionnaire se produisit qui changea tout. Les pilotes commencèrent à remarquer quelque chose de particulier. Lorsqu'ils entraient dans un super décrochage, ils pouvaient le contrer en poussant agressivement le nez vers le bas aussi rapidement que possible avec toute leur force, brisant le décrochage avant qu'il ne devienne catastrophique. Ce qui avait commencé comme un instinct de survie se transforma en une manœuvre intentionnelle parfaitement contrôlée. Armés de ces connaissances, les pilotes d'essai suédois Bengt Olo et Stellan Holmström commencèrent à élaborer une nouvelle technique aérienne révolutionnaire qui pourrait sauver l'avenir du Saab 35. Pendant des années, ils affinèrent la technique en la testant lors de centaines de vols risqués. En 1963, ils avaient débloqué quelque chose d'extraordinaire qui allait changer le combat aérien pour toujours. Au milieu d'un vol à haute vitesse dépassant Mach 1, un pilote pouvait soudainement cabrer violemment le nez jusqu'à une position presque verticale de 90 à 120 degrés, provoquant un ralentissement spectaculaire de l'avion. Ensuite, avec un timing précis, le pilote rabattait brusquement le nez vers l'avant en restaurant le flux d'air normal sur les ailes et en reprenant le contrôle total avant que le jet ne perde trop de vitesse. Cette technique radicale devint connue sous le nom de courte parade ou parade courte, nommée d'après le mouvement défensif rapide utilisé dans l'escrime. Mais à mesure que sa légende grandissait, le monde la connaîtrait sous un nom différent, la manœuvre Cobra. Pour le Draken, cela changea tout. Sans incorporer de frein aérodynamique traditionnel, l'avion pouvait maintenant saigner sa vitesse sur commande, lui permettant d'atterrir sur de courtes pistes improvisées, même après avoir approché à haute vitesse. Mais en combat aérien contre des chasseurs ennemis, la manœuvre Cobra était encore plus dévastatrice, servant de piège mortel. En perdant dramatiquement de la vitesse au milieu d'une poursuite,
Le Draken pouvait faire dépasser ses chasseurs qui volaient trop vite pour réagir, retournant les tables du combat et donnant à son pilote l'angle parfait pour frapper avec ses missiles. La Suède n'avait pas seulement résolu la plus grande faiblesse du J-35, il l'avait transformé en arme. Alors que le Saab 35 se répandait vers la Finlande et l'Autriche, la manœuvre Cobra se répandit également. Pourtant, malgré son efficacité prouvée, elle resta un secret scandinave pendant des décennies. Il faudrait plus de 20 longues années avant que l'Union soviétique ne rattrape son retard et que le pilote d'essai Igor Volk exécute la manœuvre Cobra dans un Sukhoi 27 lors d'un entraînement secret. Cependant, le monde ne serait témoin d'une démonstration publique qu'en 1989, lorsque Viktor Pougatchev stupéfia les spectateurs au Salon aéronautique de Paris. La première flotte de Saab 35 Draken opérationnelle fut livrée à l'escadre de chasse F-13 à Norrköping, démarrant officiellement leur rôle de gardien contre les menaces de la guerre froide. Vers la fin des années 60, le Draken régnait en maître sur l'espace aérien suédois. Plusieurs escadres avaient été équipées, et parmi elles, une variante se démarquait. Le J-35F Draken, le modèle le plus produit avec plus de 230 avions construits. Équipé du moteur turboréacteur RM-6C, il pouvait s'élever au-dessus de 20 000 mètres d'altitude. Les missiles RR Falcon de conception suédoise le transformaient en prédateur létal. Alors que la Suède cherchait à aider ses alliés, les Draken prirent leur envol au-delà de leur terre natale. Le Danemark transforma ses Draken en avions d'attaque au sol, les équipant de missiles AGM-12 Bullpup, de contre-mesures électroniques et de stockage de carburant étendu. C'étaient les Draken les plus lourds jamais construits, capables de frapper des cibles terrestres avec une extrême précision. La Finlande et l'Autriche suivirent, améliorant leurs Draken avec de nouveaux systèmes d'avionique, des systèmes d'armes améliorés et des contre-mesures électroniques. Même les États-Unis obtinrent des Draken, les utilisant pour l'entraînement des pilotes d'essai et les simulations de combat aérien. Pendant près d'un demi-siècle, le Draken resta opérationnel. Cependant, malgré ses capacités létales, le Saab 35 ne vit jamais de combat direct. Pourtant, des combats simulés et des patrouilles frontalières démontrèrent continuellement sa puissance totale. L'un des engagements les plus célèbres opposa un Saab 35 Draken contre son successeur supposé, le Saab 37 Viggen. Le Viggen, un chasseur plus récent et plus avancé, était censé dominer son prédécesseur vieillissant. Mais le Draken ne partirait pas sans se battre. Les deux avions traversèrent le ciel à grande vitesse. Le Viggen se rapprocha, verrouillant le Draken, son pilote confiant dans sa machine supérieure. La victoire semblait imminente. Mais alors le pilote du Draken tira brusquement sur le manche, inclinant le nez vers le haut instantanément, défiant la gravité alors que l'avion se cabrait en position verticale, exécutant la manœuvre Cobra. Pendant une fraction de seconde, le Draken resta immobile dans l'air. Le Viggen, allant trop vite pour réagir, dépassa sa cible dans un flou impuissant. D'un mouvement des commandes, le Draken se repositionna, plongeant sur les 6 heures du Viggen. Le Viggen aurait été détruit si cela avait été une bataille réelle. Même contre son successeur, le Saab 35 restait le roi des cieux suédois. Alors que le Saab 35 Draken se retirait progressivement du service actif, ses successeurs poursuivirent sa mission en perfectionnant ses capacités. Chaque nouvelle génération de chasseurs suédois s'appuya sur la conception révolutionnaire du Draken, garantissant que la défense aérienne de la Suède restait à la pointe de la technologie. Quelques années après le début opérationnel du Draken, le Saab 37 Viggen occupa le devant de la scène. Contrairement à l'aile double delta de son prédécesseur, le Viggen introduisit une configuration delta canard avec de petites surfaces avant qui améliorèrent drastiquement la manœuvrabilité, permettant à l'avion de générer plus de portance, de récupérer des décrochages plus efficacement et d'exécuter des décollages et atterrissages plus courts. Au-delà de l'aérodynamique, le Viggen était une merveille technologique. Il fut parmi les premiers chasseurs au monde à disposer d'un ordinateur central entièrement numérique, le CK-37, qui lui permettait de s'intégrer parfaitement au réseau de défense aérienne Stril 60 de la Suède. Cela donnait aux pilotes suédois une conscience situationnelle inégalée, permettant des systèmes de vol quasi automatisés des années avant leurs rivaux. Tout au long de la guerre froide, les pilotes de Viggen étaient constamment en alerte, interceptant les avions soviétiques qui empiétaient sur l'espace aérien suédois. Mais ce fut dans les années 80 que le Viggen accomplit l'un de ses exploits les plus légendaires, réussissant à verrouiller radar sur l'insaisissable SR-71 Blackbird américain. Pendant des années, le Blackbird de l'armée de l'air américaine, volant à des vitesses dépassant Mach 3, était considéré comme invulnérable à l'interception. Il transportait des contre-mesures électroniques avancées pour brouiller les radars ennemis, rendant les verrouillages presque impossibles.
Cependant, les pilotes suédois de Viggen réécrivirent les règles de l'engagement. Avec les réseaux radars terrestres de la Suède, les escadrons de Viggen pouvaient anticiper et intercepter les trajectoires de vol du Blackbird. Contre toute attente, ils réussirent à verrouiller plusieurs fois des SR-71, prouvant que même l'avion le plus rapide sur Terre n'était pas hors de leur portée. En 2007, le Viggen quitta le service, laissant place à un chasseur portant l'héritage du Draken dans l'ère moderne, le Saab JAS-39 Gripen. Là où le Draken avait établi la norme, le Gripen la perfectionna. Conçu comme un véritable chasseur multirôle, le Gripen peut passer de manière transparente entre les missions air-air, air-sol et de reconnaissance au cours de la même sortie, ce qui en fait l'un des chasseurs les plus adaptables au monde. Au centre de sa supériorité se trouve une suite avionique entièrement numérique, comprenant une fusion de capteurs intégrés, des systèmes de liaison de données avancés et un radar à balayage électronique actif, garantissant que les pilotes de Gripen peuvent détecter, suivre et engager plusieurs cibles simultanément. Contrairement à ses prédécesseurs, qui servaient principalement la Suède et quelques alliés, le Gripen a trouvé sa place dans les forces aériennes du monde entier. Aujourd'hui, il sert non seulement la Suède mais aussi le Brésil, la République tchèque, la Hongrie, la Thaïlande et l'Afrique du Sud, avec une interopérabilité totale avec l'OTAN, garantissant que l'héritage de la Suède se fait sentir bien au-delà de ses frontières. Bien que les menaces de la guerre froide qui façonnaient autrefois la doctrine aérienne suédoise se soient estompées, l'esprit du Draken vit à travers cette incarnation moderne de l'avion qui a redéfini la guerre aérienne pour toujours. Aujourd'hui, plus de 100 Saab 35 Draken restent dispersés à travers le monde, bien que la plupart soient préservés dans des musées ou entreposés. Seule une poignée peut encore décoller, la Suède et les États-Unis étant les dernières nations connues à conserver des Draken en état de vol dans leurs arsenaux pour des démonstrations aériennes et des événements commémoratifs. Le Dragon suédois, qui a inventé la manœuvre Cobra la plus mythique de l'aviation militaire, continue d'inspirer les générations futures de concepteurs d'avions et de pilotes de chasse qui étudient ces innovations révolutionnaires. De sa conception d'aile double delta unique qui défiait les conventions de l'époque, à sa capacité à transformer une faiblesse mortelle en arme de combat redoutable, le Draken représente l'ingéniosité suédoise à son apogée et la détermination d'une petite nation à défendre sa souveraineté face aux superpuissances. Si cette histoire du dragon suédois qui a défié les lois de la physique et terrorisé les pilotes soviétiques pendant des décennies vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir notre chaîne, de partager votre opinion dans les commentaires ci-dessous sur ce chasseur légendaire, et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires fascinantes sur les machines volantes extraordinaires qui ont marqué l'histoire de l'aviation militaire mondiale, et changé pour toujours la manière dont les nations défendent leurs cieux contre les menaces extérieures.